Est-ce que vous vous rappelez une émission qu'on avait fait qui s'appelait Révélation quantique? Ça vous parle ou pas? Ouais, sur les ordinateurs quantiques qui vont briser toute la cryptographie du monde. Plus ou moins. Voilà, et que thème, j'avais évoqué dans cette émission la possibilité à ce que les États-Unis possèdent ça maintenant. Et c'est avec ça que Trump il va aller voir les dirigeants et leur dire alors tu fais ce que je te dis, sinon ton pays demain il est éteint. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Voilà. Donc. Alors, la France attaquée par des hackers, un scénario qu'on avait évoqué. Christophe Boutry, donc qui est le fils caché de Richard Boutry, je rigole, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir. Christophe Boutry, c'est ce compte-là qui n'apparaît pas ici malheureusement. Expert en analyse criminelle et ex-DGSI, alerte sur l'explosion des fuites de données et des piratages en France depuis début 2026. Son site Fuite Info recense déjà des dizaines d'incidents majeurs en janvier seul, avec des millions de personnes touchées via intrusion, exfiltration et dump publiés sur des forums comme Bridge Forum. Parmi les cas les plus graves figurent l'URSSAF, avec 12 millions d'employés, etc. Verichic, 900 000 voyageurs, Technicontact, près de 6 millions de fiches clients, Otakos, 10 millions d'utilisateurs, plusieurs agences immobilières avec plus de 20 000 clients et 500 gigas de documents. Le réseau site, 127 000 clients, blablabla. Bref, voilà, beaucoup de monde, quoi. Ces hacks touchent massivement entreprises, SAS, secteur immobilier, tourisme, restauration et même services publics et étatiques, exposant identité, données financières, médicales, administratives et mots de passe souvent vendus ou diffusés publiquement, blablabla. Et en fait, si vous regardez, on a eu en janvier plus de fuites de données, ça se compte en 500 millions, un truc comme ça, que ce qu'on a eu l'année dernière, toute l'année. Donc, janvier, en un mois. Donc, on a une multiplication par 12 des fuites de données, des incidents de hacking sur des bases de données soit privées, soit gouvernementales. Voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien entre Trump et Macron. Et que là, nous sommes en train de voir une sorte de pression douce. Si notre scénario, si le scénario qu'on avait évoqué dans cette émission-là, Apocalypse quantique, où on parlait justement d'un piratage massif qui pourrait faire effondrer l'économie d'un pays, etc., qui pourrait être utilisé comme une arme, bah en fait, si ce scénario est juste, là, on a un bon cas devant nous, quoi. Tu vois, parce qu'on avait expliqué que c'est comme ça que ça allait se manifester par différents hacks qui allaient accélérer de plus en plus jusqu'à ce que l'État en question soit soumis ou des choses comme ça, tu vois. Oui, Nico. Mais imaginez si ce processus est généralisé. En fait, si tu veux, dès que vous avez commencé à aborder ça, j'ai vu quand même dans la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle, d'une manière. Ouais, pareil. Vous rappelez, on a fait le live qui parlait de la personne, comment on appelle ça là, on a l'être humain. Personne légale. Et on a aussi la personne morale. Ouais, personne légale, personne morale. Imaginez que personne légale. Imaginez que cette personne, elle a subi tellement d'attaques de type justement hacking, etc., qu'on ne peut plus se référer à l'idée de la personne légale pour se référer à un individu. Est-ce qu'en fin des fins, justement la personne légale deviendrait impertinente? Si tout a été hacké, ton identité légale, tes comptes légaux, ta sécurité sociale, ton acte de naissance, comment est-ce que tu veux après te référer à la personne humaine par la personne légale, si la personne légale était entièrement corrompue par les hackings? Comment dire, moi ce que je vois, c'est que ce serait pertinent cette analyse dans un contexte où la personne légale, ce serait on va dire quelque chose de public. Et le concept de personne légale, ça reste encore aujourd'hui, je dis pas que c'est faux, hein, pas du tout, mais considéré comme une théorie du complot, machin, tout ça. Et pour les gens qui qui ont cette analyse et qui adhèrent à ça, c'est utilisé par les systèmes, les gouvernements ou les pouvoirs du monde pour nous maintenir sous contrôle. En fait, c'est la base juridique pour nous maintenir sous contrôle. Donc, à partir du moment où c'est pas sur l'arène publique, tu peux pas pousser les gens qui contrôlent et qui se servent de ça pour contrôler à renoncer à ce contrôle sous prétexte que ça a été trop hacké.
de mon point de vue, je dis pas que tu te trompes, je te donne juste mon opinion. En revanche, là où je te rejoins, c'est que le scénario, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, si c'est Trump, si c'est pas Trump et tout ça. En tout cas, ce qui est clair, c'est que juste l'information, à savoir qu'il y a du hacking de plus en plus puissant sur des serveurs, sur des entités, notamment des entités gouvernementales, ça donne carrément du grain à moudre. Enfin, en tout cas, ça apporte de l'eau au moulin aux gens qui s'opposent, par exemple, au truc des réseaux sociaux. Là, tu sais, là, obliger les gens à l'identité numérique, mettre sa carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux, ceci et cela. Parce que, en gros, une fois que les arguments, c'est quoi? C'est de dire, ouais, vous allez vous servir de ça pour nous espionner, pour nous truquer pour l'identité numérique. Là, t'as Julien Pain qui sort et qui brandit, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais non, c'est faux, c'est du complotisme. Bon, ok, d'accord, c'est du complotisme, on n'a pas le droit d'en parler. Par contre, il reste quand même cet argument qui devient imparable suite à ce genre de fait, mais c'est pas sécurisé, les mecs. Mais si c'est sécurisé, c'est le gouvernement qui s'en sert. Ouais, mais le gouvernement, je veux dire, l'URSSAF. Le mot de passe du gouvernement, c'est mot de passe. Ouais, voilà. C'est Brigitte, le mot de passe du gouvernement, quoi, tu vois. Voilà. Donc, pour ce côté-là, là, il y a un combat là sur l'identité numérique là qui a lieu en Angleterre et en France et des choses comme ça. Là, ils sont en train de mettre un sacré coup d'accélérateur. Là, ça nous donne, en tout cas, un argument qui est en béton armé, en fait, pour s'opposer contre ça. Non, on veut pas, parce que je veux dire, on a des tonnes de cas, de tonnes de précédents où on voit que ces données qui sont hyper sensibles vont fuiter. Et là, vous nous proposez de mettre nos données à tous sur des bases de données. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir aller liker des posts sur TikTok. Tu veux que je te passe une prédiction là? Vas-y. Un jour, en utilisant ça comme prétexte, ils vont nous dire qu'on devrait utiliser la blockchain. Parce que du coup, la blockchain, c'est quelque chose que tu peux pas pirater avec une force brute. En gros, il y a moyen que la blockchain apparaisse comme une solution et que nous devenons un bloc quelque part dans une blockchain. C'est aussi une possibilité. Moi, au début, je pensais que c'était une bonne chose, mais avec le temps, simplement en regardant les mots, tu vois, Dieu est dans la parole, tu vois, la parole est Dieu et Dieu est la parole. Blockchain, des blocs enchaînés. Donc, de ce fait, moi, c'est un truc, je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça pertinent d'en parler parce qu'on avait évoqué cette possibilité. Et si vous n'avez pas regardé, c'est l'épisode 0 de la série Révélation qui parle d'apocalypse quantique parce que ça évoque un scénario qui pas seulement est possible, mais qui on a déjà vu se manifester à gauche, à droite. Et donc, allez regarder cette émission, c'est très intéressant.